Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, Julien Fontenot, moi je suis coach agile, je ne suis pas un grand expert des neurosciences, j'ai juste lu quelques bouquins. Et ce que je trouve assez intéressant là pour faire le parallèle avec ce que tu disais Yann, c'est que finalement le cerveau il est assez agile dans le sens où il va faire une prédiction et il va fonctionner par boucle de feedback très rapidement, essai, erreur, et apprendre comme ça de manière naturelle. Donc comme par hasard le cerveau est agile, après des années et des millions d'années, des centaines de milliers d'années d'amélioration continue, peut-être quelque chose à reproduire. Bon. Donc les clés du changement, alors je me suis un peu focalisé dans le contexte d'une transformation agile, parce que c'est là-dessus que je peux faire des retours d'expérience. Mais finalement, il y a pas mal de sujets qui dépassent tout ça et qui sont des sujets de management assez classiques. Les clés du changement, on pourrait parler de plein de techniques, de plein de manières de travailler sur le changement. Moi, je me suis focalisé sur trois thématiques principales. D'abord, l'école de Palo Alto, donc, qui nous apprend des techniques, qui ont travaillé sur les thérapies courtes, donc années 70. Pas mal de choses très intéressantes à identifier, qui viennent de l'école de Palo Alto. Ensuite, étant passionné du cerveau, ayant lu quelques ouvrages là-dessus, une première partie sur comment on travaille sur les biais cognitifs, comment on les repère, comment on les inhibe, à quel moment ils sont présents dans nos vies. Et ça, en essayant de faire le parallèle avec le travail, puisque l'avantage, c'est ayant 20 ans d'expérience dans l'IT, j'ai pas mal de retours d'expérience et de feedback par rapport à ça. Et troisième partie, plus orientée formation, parce que la formation, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le changement, pour apprendre. Et déjà, c'est un outil très performant. Et donc, en me focalisant sur ces trois aspects, je voulais vraiment mettre l'accent sur ces sujets-là pendant la conférence. Donc, je vous propose une petite énigme. Pendant la conférence, je vais utiliser des petites techniques pour capter votre attention. Et donc, je vous demande de les repérer et d'essayer de les trouver. Alors, on va commencer par... Je vais vous dire, soyez attentifs. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez attentifs? Est-ce que ça marche de dire aux gens, soyez attentifs? Soyez spontanés. On dit ça aussi parfois à certains, sois spontané. Ou arrête de déprimer. Tout ça, ce sont des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut provoquer par un phénomène naturel, par la volonté, alors émotionnel ou spontané, par un acte de volonté, et ça, on se rend compte qu'il y a énormément de cas où ça ne fonctionne pas. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un qu'il faut que tu sois comme ci ou comme ça, on se retrouve bloqué. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que soyez agile ou changez de mindset, est-ce que ce sont des injonctions contradictoires? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est les trucs de volonté, c'est l'autre figure, c'est une injonction de posture. Une injonction de posture, donc effectivement, on peut se poser la question, l'agilité, il y a peut-être différents niveaux, ça peut être des postures, ça peut être des valeurs, ça peut être quelque chose de très proche de la culture de l'entreprise. Donc il peut y avoir différents niveaux au niveau de l'agilité. Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse à ces questions. Je me suis juste posé ces questions-là. Alors, petite blague. En général, je fais un gros flop avec cette blague-là. Combien faut-il de psychologues pour changer une ampoule? Quelqu'un a une proposition? Un seul? Oui, un seul. Tout le monde peut changer. Un seul, mais l'ampoule doit vouloir changer. Donc ça, c'est très important dans le changement. C'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, nous, quand on travaille en coaching, quand on fait même du coaching pro, ou quand quelqu'un va faire une psychanalyse. Ça part d'abord de la volonté de la personne de vouloir changer. Alors, comment on fait quand les gens n'ont pas envie de changer? Je ne sais pas. Est-ce qu'on utilise des techniques de manipulation, de coercition, tout ça? Bon, on va peut-être éviter. C'est un des fondements du changement aussi. Ça part aussi de la volonté. Donc là, je vais vous demander de partir un peu. On va s'envoler pour la Californie. On va se mettre dans l'ambiance, là il fait chaud, on est au bord de l'eau, tranquillement, on a un petit verre bien frais à côté de soi. Donc là, vous êtes dans cette ambiance, vous êtes relax, etc. Et on se prend un petit bouquin, voilà, le changement. Donc c'est justement un livre écrit par les
les auteurs donc, de l'école de Palo Alto. Et ils nous parlent du syndrome d'utopie. Syndrome d'utopie, ils nous citent ça. Alors, le recours à l'extrémisme pour régler des problèmes humains survient le plus souvent à la suite de la conviction d'avoir trouvé la solution définitive totale. Et on lit un peu plus. Et ce n'est pas la manière dont les choses sont réellement qui constitue le problème et qui doit être changée, mais le prémisse selon laquelle les choses devraient être d'une certaine façon. Ça, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que dans une transformation agile, fondée sur la base d'un modèle idéal théorique, alors, une transformation agile, pardon, fondée sur la base d'un modèle idéal théorique, c'est un problème en soi. Et le coach ou consultant agile qui viendrait avec une idée toute faite sur la solution, en fait, il renforce le problème. Et donc l'école de Palo Alto est très connue pour dire que le problème, c'est la solution. Et que parfois, c'est justement le fait de vouloir forcer sur une résolution et au mauvais endroit et d'une mauvaise manière qui constitue le problème. Et cette phrase de Robert A. Drake, un grand auteur américain, « En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. » Donc ça, dans une transformation agile, ça demande à... Je trouve qu'il y a pas mal de parallèles, parce que parfois on arrive avec des coachs, des consultants qui arrivent à dire, voilà, on va faire ça, comme ça, clac, je sais déjà ce qui va marcher. On fonce, on force, on force, et ça ne marche pas. C'est la quadrature du cercle. Et donc, Peter Drucker nous rappelle, Culture Eats Strategy for Breakfast. On s'oppose aussi dans une transformation agile à la culture d'entreprise. Et donc, eh ben, c'est pas facile. Il y a des limites à un moment donné à tous les efforts qu'on peut fournir. On sort à la culture. Pour vous faire passer cette idée de culture d'entreprise, de culture tout court, je vous propose un petit jeu, un petit test. Je vous demande, voilà, vous êtes dans une voiture conduite par un ami, il heurte un piéton et vous savez qu'il roulait en excès de vitesse. Vous êtes le seul témoin interrogé au procès. Pensez-vous que votre ami peut vous demander de témoigner qu'il roulait au-dessus de la vitesse autorisée? Là, je vous invite à réfléchir à cette question. Est-ce qu'il a le droit de vous demander de témoigner en sa faveur? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt pour oui, non? C'est pas le cas, c'est l'inverse. La question, c'est en dessous. Ah, effectivement, c'est en dessous de la vitesse autorisée. Merci pour le feedback. Ça va me servir. Ça, pour Agile en scène, j'éviterais de mettre ça. Donc, effectivement, en dessous de la vitesse autorisée. Est-ce que vous pensez qu'il a le droit ou pas de vous demander? Ça dépend de la culture. Ça dépend de la culture. C'est-à-dire que cette question, quand on la pose en Italie, par exemple, ou en Corée du Sud, évidemment, je vais te soutenir, je vais t'aider, je vais mentir pour toi. Et par contre, dans d'autres pays, plus scandinaves, etc., alors là, c'est hors de question. On respecte la loi avant tout. Et c'est la notion entre universalisme et individualisme qui n'est pas la même en fonction des pays et des cultures. Et ça, c'est très important de comprendre que, en tant qu'appartenant à une culture, eh bien, on a plein de choses inconsciemment, des valeurs qu'on a en nous et qu'on utilise chaque jour et qui nous biaisent énormément dans nos jugements et dans nos manières de réagir et dans nos choix. Donc, je vous propose de repartir encore et de nous envoler pour San Francisco. J'ai une petite question. Pourquoi vous parlez de transformation agile? Ah. Pourquoi pas de transformation en tant que telle? Alors, je parle de transformation agile parce qu'effectivement, la transformation agile est un type de transformation parmi d'autres. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup dans ce genre de contexte-là. Donc, c'est plus pour un retour d'expérience. Mais il y a pas mal de concepts et de choses qu'on va voir ce soir qui sont tout à fait vrais aussi dans d'autres types de transformations, effectivement. Merci pour le retour. Et donc, je vous propose encore un autre jeu. Vous avez un peu de papier là à côté de vous pour regarder ça. Et je vais lui demander de tracer 4 lignes et de passer par tous les points. Et je vais lui demander de jouer à ça, d'essayer. Alors, ceux qui connaissent le truc, essayez de vous rappeler du moment où c'était pas clair pour vous, vous ne saviez pas. Et ceux qui ne savent pas, qui n'y arrivent pas, ce moment-là de réflexion, de me dire « Ah bah j'y arrive pas, je comprends pas, je vois pas la solution », c'est ça qui va être intéressant comme matière. Donc, hop, voilà la solution. Donc, parfois, pour trouver la solution, on doit sortir du cadre. Donc ça, c'est un exemple qui est utilisé aussi par l'école de Palo Alto
pour comprendre que parfois on cherche la solution, mais on est bloqué en fait dans un ensemble d'hypothèses, de croyances de ce qu'il est possible de faire, et que pour pouvoir trouver la solution, il faut prendre de la hauteur par rapport au problème, et finalement arrêter d'être simplement un élément du groupe, mais d'avoir une vision du groupe en tant que tel, en tant qu'ensemble. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails par rapport à ça, mais conduire le changement, ça consiste parfois à recadrer la perception des sujets. Ah, il y a même le son. En tant que coach agile et de manière générale, quand on travaille sur le changement, parfois le fait de recadrer, c'est-à-dire de redéfinir le sujet, ça peut aider énormément à accompagner le changement. Je vous donne quelques phrases de coach, tirées du réel, tirées de l'expérience ici. Donc l'agilité et cycle en V sont finalement très proches. Ce qui change surtout, c'est la durée des lots qu'on appelle sprint en agile. Finalement, quand on force à parler d'agilité, agilité, agilité tout le temps, on crée une résistance par rapport à ça. Mais pourquoi tu me parles d'agile, etc. Moi, on est obligé de prendre position par rapport à l'agilité. Et parfois, simplement dire que l'agilité et cycle en V, ce qui change, c'est finalement la durée du sprint, ça permet de recadrer la problématique. Un autre exemple, l'agilité autorise uniquement les changements voulus par les acteurs. C'est vrai. Le recadrage ne signifie pas qu'on ment. Et une dernière pour la route, il est interdit de demander l'autorisation. Ça, pour l'empowerment, c'est pas mal. Tu me demandes l'autorisation, mais je t'interdis de demander l'autorisation. Donc maintenant, on va refaire un jeu. Okay, donc on va faire le jeu des bâtonnets. Donc là, ce que je vous invite, c'est à essayer de trouver quelqu'un à côté de vous, un binôme. Alors, si j'avais été un peu plus malin aussi, j'aurais pas fait des paires de 3 là, enfin des triplets. Décidément, j'ai vraiment tout faux ce soir, désolé. Mais l'idée là, c'est de trouver un camarade et peut-être que ceux du milieu peuvent jouer ensemble, je ne sais pas. Et l'idée, c'est de tracer donc 20 lignes sur la feuille. Et donc, les joueurs, chacun leur tour, peuvent rayer 1, 2 ou 3 bâtonnets. Et celui qui prend le dernier bâtonnet, il perd le jeu. Ce jeu-là, vous le connaissez si vous regardez Fort Boyard, c'est exactement la même chose. Ok ? Et je vais vous demander d'y jouer là pendant quelques minutes. Alors, je vais vous donner la solution de ce jeu. Il est possible de gagner systématiquement à ce jeu. Si on commence à jouer et qu'on fait en sorte de laisser environ à l'adversaire 17 bâtonnets au premier coup, puis 13 au suivant, 9, et puis 5, puis finalement 1, on est sûr de gagner à ce jeu. Donc qui connaissait déjà ce truc dans la salle? Une personne? 2? Alors, quand vous avez vu ce jeu, est-ce que vous êtes dit, super, je vais pouvoir gagner? Ouais? Oui, et donc du coup, vous l'avez utilisé le truc pour gagner. Pas de scrupule. T'as perdu? T'as gagné. Ah, il t'a laissé gagner. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que là, vous venez de vivre un recadrage, en fait. C'est-à-dire que ce jeu, maintenant que vous connaissez le truc, il a définitivement changé. Un recadrage, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire qu'on apporte une information, on apporte une connaissance, et ça permet finalement d'avoir plus de liberté. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut tout à fait savoir comment gagner, mais on n'est pas obligé de faire le choix de gagner. Quand on joue avec un enfant, mon petit-neveu, moi je joue avec lui, des fois je gagne, puis des fois je le laisse gagner, ou je laisse essayer, je lui laisse une chance. Et donc ça a été utilisé dans, encore une fois, l'école de Palo Alto, Paradox of Rationality. La théorie des jeux et la cybernétique sont assez proches, et finalement c'est la base d'une autre théorie, comment trouver sa propre voie. On reprend un peu le bouquin, là, on se regarde ça. Si quelqu'un parvient à connaître une théorie sur son comportement, il ne lui est plus soumis, mais acquiert la liberté de lui désobéir. Celui qui prend des décisions consciemment a toujours le choix de ne pas obéir à une théorie qui prévoit son comportement. Et donc, pour revenir sur l'agilité, l'auto-organisation et l'empowerment ne sont possibles que si les acteurs trouvent leur propre voie. Ce qu'on appelle, nous, vraiment, ce qu'on prône en tant que coach agile, dans une transformation agile, c'est l'empowerment et l'auto-organisation. Et ça, c'est possible uniquement
On demande finalement aux acteurs de trouver leur propre voie. Et il n'y a pas d'agilité sans liberté. Donc donner des clés de compréhension sur soi ou son système permet aux individus de changer librement. Et donc c'est pour ça que la formation est hyper importante, c'est pour ça que d'expliquer le pourquoi, c'est très important. On met la personne, l'individu, les équipes dans un ensemble et on leur donne plus de clés de compréhension et de clés de liberté. Tentative de recadrage de Dark Vador, quand il dit « je suis ton père », il dit la vérité, il tente le coup, ça ne marche pas tout à fait, c'est plutôt lui qui se fait recadrer. Bref, ça ne marche pas à tous les coups. Donc, revenons sur quelque chose. Alors, je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà ces trucs, hein, qui ont déjà vu. Là, on va passer un peu plus dans la côté neurosciences, et c'est des choses qu'on a déjà vues pour certains. Et quelle est la couleur de cette robe? Bleu. Est-ce que tout le monde la voit bleue? D'autres, blanche. Donc, on a blanc et doré, ou bleu et noir? Ok. Donc, qui la voit bleu et noir? 1, 2. Qui la voit blanc et doré? D'accord, ok. Bon. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. En fait, tout dépend de l'intensité de l'éclairage. Et finalement, votre cerveau, en un instant, on a une fraction. En fait, c'est inconscient, donc c'est moins de, je ne sais plus combien de millisecondes, 10 millisecondes, je crois. C'est sous le seuil de l'inconscient. Il est capable d'analyser l'image, de voir qu'il y a de l'ombre, et il déduit, ce fameux cerveau prédictif, à un moment donné, voilà comment on fait le raccord, qui va prédire la couleur de la robe. Donc ça, c'est pour vous faire passer l'idée que le cerveau, ça va très très vite, qu'il y a plein de déductions qui sont de manière inconsciente et rapide, et que avant même que vous puissiez donner votre réponse, vous allez déjà être influencé. Autre petit exercice, quelles sont les couleurs des cases A et B sur l'échiquier? Bon, bah là, je pense que c'est assez clair, elles sont noires et blanches. Gris et blanc, gris-gris, effectivement, c'est du gris-gris. Elles sont de la même couleur toutes les deux. Alors, c'est persistant, hein, mais là, si je cache le reste, vous verrez que c'est vraiment la même couleur. Là encore, le cerveau analyse l'ombre, il voit qu'il y a une ombre sur le dessin, et donc il en déduit que c'est des couleurs différentes, puisqu'en plus c'est un damier, donc c'est tout à fait logique. Juste une correction de feedback. L'idée c'est plutôt, le cerveau il a déjà ce modèle d'ombre. Donc en fait, il projette déjà quand il a les signaux, il va déjà essayer de faire son échelle d'inférence. Et donc il va directement superposer son modèle d'analyse sur ce qu'il observe, sur ses perceptions sensorielles. Merci Yann. Donc, on prend une petite phrase de Lao Tzu. Les choses ne changent pas, changez simplement votre façon de voir les choses. Et on va revenir beaucoup sur cette notion pendant le meet-up. Finalement, c'est toujours un petit peu ça. C'est les choses sont qu'est-ce qu'on met comme couche supplémentaire par rapport à cette chose, comment on passe en méta, comment on prend de la distance par rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit, à ce qu'on croit. Encore un petit jeu, parce que c'est sympa de faire les petits jeux. Donc voici différentes formes de couleurs. Et donc la règle, c'est s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Et je vous propose de choisir deux formes géométriques à placer dans les carrés blancs ci-dessous, là, 6 comptes d'ailleurs, pour que cette règle soit fausse. Je vous laisse un peu réfléchir. Donc une réponse qui vient facilement à l'esprit, c'est carré rouge à gauche et rond jaune à droite. Bon, ça c'est une réponse qui vient rapidement. Bon, bah c'est faux. Bon, cette réponse elle est fausse. Cette erreur, c'est un biais d'appariement. Voilà. Une bonne réponse aurait été, par exemple, carré bleu, carré vert. Voilà. Ce genre de problématique, donc ça vient du livre d'Olivier Houdet, donc sur le que sais-je sur le raisonnement, qui est un livre extrêmement intéressant. C'est un test qu'ils ont fait même dans Polytechnique ou des grandes écoles, etc. On a des taux d'erreur qui sont très importants. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport au... Là, on passe donc à la partie raisonnement, comment fonctionne le raisonnement humain. Il fonctionne avec 3 systèmes. Alors, il y a eu un prix Nobel d'économie, Kahneman, qui a parlé de système 1, système 2, le système rapide, système lent. Donc là, on était vraiment sur cette notion
système algorithmique et de système heuristique. Donc, le système heuristique, c'est un système de raisonnement qui est intuitif, qui n'est pas fiable, mais qui est très rapide. Et donc, qui est très pratique dans la plupart du temps. Notamment, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, on a besoin de réfléchir rapidement, de prendre des décisions rapidement. Et le système algorithmique, lui, il est logique, il est fiable, mais par contre, il est beaucoup plus lent. Et tout à l'heure, là, à l'instant, le test qu'on vient de faire, on a utilisé finalement le système heuristique. On s'est dit, ah bah, oh là là, carré rouge, rond jaune. Ok. Bah, en fait, tout le travail finalement sur le changement que chacun peut faire pour devenir plus intelligent, ayons pas peur des mots, on peut devenir plus intelligent, c'est de travailler sur le système d'inhibition des heuristiques. C'est-à-dire que c'est ce système qui va permettre de dire, oh là, attention, là, non, je suis sur une heuristique, je suis en train de faire une erreur. Et ça, c'est une des clés pour chacun pour devenir plus intelligent, faire moins d'erreurs. Intelligent dans le sens, l'intelligence plutôt logico-mathématique, et dans la question de capacité à prendre des décisions non erronées. Voilà. Donc, pour renforcer le système d'inhibition, il faut douter de son intuition et redouter ses erreurs possibles. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette histoire d'agilité, là, de feedback, c'est-à-dire qu'en se disant, attention, là, je peux me tromper, je peux faire une erreur. C'est cette anticipation de l'erreur qui peut nous permettre de dire, non, j'ai pas envie de faire d'erreur. Et donc, je vais être de plus en plus entraîné à être attentif à ce que je ressens, à ce que je pense. Parler, c'est mettre en prod. Donc pour les ingénieurs, ceux qui ont fait un peu d'IT, il y a le système de test, hein, on l'a pensé, on pense à quelque chose. Quand on parle, on met en prod. Alors, on peut mettre en prod devant une trentaine de personnes, là, comme je viens de le faire. J'ai fait pas mal d'erreurs, donc là, je vous ai balancé des bugs, désolé. Mais on peut réfléchir avant de parler, etc. Et ça fait partie système, on va dire, plutôt d'inhibition conscient. L'aspect inconscient est évidemment beaucoup plus compliqué à travailler, mais il y a aussi des techniques pour travailler là-dessus. Donc, pour aller un peu plus loin sur le sujet, l'Institut de neurocognitivisme propose des formations pour finalement basculer dans ce finalement, parce que ce qui se passe, et d'ailleurs l'exercice de méditation qu'on a fait tout à l'heure, c'est un exercice qui renforce le système adaptatif, le mode mental adaptatif, et le cortex préfrontal en particulier. Ça se passe au niveau du cortex préfrontal. On voit plus d'activité à ce niveau-là, et ça s'entraîne par la méditation, et ça s'entraîne par quelques exercices aussi, qui nous permettent de switcher, de basculer dans ces modes-là. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez travailler là-dessus, à vous intéresser à ces formations. Je vous donne juste un exemple pour vous. J'ai discuté avec Cyril Chrétien, qui était un des personnes qui présentent, en fait, qui appartient à l'INC. Je leur fais un peu de pub parce que j'étais vraiment ébloui. Il vous explique qu'ils ont fait des tests sur des pilotes de chasse. Et ils ont pris 3 groupes de pilotes de chasse. Le premier groupe, ils leur ont fait simplement un placebo, rien de particulier. Deuxième groupe, ils leur ont fait apprendre par cœur un ensemble de procédures pour pouvoir réagir dans des conditions extrêmes. Et le troisième groupe, ils leur ont fait uniquement des exercices qui permettent de basculer en mode adaptatif. C'est-à-dire que c'est des jeux, c'est de la méditation, c'est des... il y en a 1, 2, 3, on pourra le faire ensemble après si vous voulez, je ne vais pas le faire là en live, mais plein de petits jeux comme ça qui vont favoriser le chemin neuronal qui permet de basculer en mode adaptatif. Et donc des exercices qui n'ont absolument rien à voir avec l'aviation. Et ce groupe-là a eu des scores, ils ont fait passer après des tests dans des situations très très particulières, très intenses de stress et où il fallait faire preuve de créativité pour se sortir de situations très périlleuses. Et on a des taux de réussite de plus 700% dans le groupe 3, qui est significativement d'un point de vue scientifique beaucoup plus puissant pour pouvoir se sortir de situations sous stress, où il faut faire preuve de créativité. Et c'est normal, puisque cette partie du cerveau est beaucoup plus adaptée à ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de tester l'inhibition, d'essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire, l'inhibition. Je vais vous faire le test de Stroop, donc c'est quelque chose qui est très connu pour mesurer l'inhibition. Donc, je vais vous demander simplement de donner à voix haute la couleur des mots écrits. Vous êtes prêts? Attention, il va falloir faire preuve d'inhibition. C'est parti, allons-y. Vert, rouge, jaune, bleu,
rouge, bleu, vert, noir, rouge, jaune, vert, bleu, noir, bleu, rouge. Je les ai appris pas. Là, vous sentez bien la difficulté, on a le cerveau en difficulté au moment, évidemment, on lit automatiquement le mot, donc ça vient perturber, hein, ça vient perturber l'esprit. Yann, vas-y. C'est très intéressant de le faire avec, par exemple, mon fils de 6 ans qui n'est pas encore au CP, il va vous battre, ça c'est sûr. Effectivement, quand on n'arrive pas à lire le mot, forcément, on voit tout de suite la couleur et c'est ça qu'on donne. Ça, vous mesurez la capacité de votre cerveau à inhiber quelque chose qui vient en fait, une première impression, un premier réflexe. Donc les biais cognitifs, il y en a plus de 200 comme on le disait tout à l'heure. Et en général, ils servent soit par rapport à la mémoire pour simplifier les choses, trop d'infos, manque de sens, besoin d'agir vite. Donc on les a cartographiés. Et ce qui est très intéressant avec les biais cognitifs, c'est qu'il y en a un certain nombre, mais que tout le monde tombe dans les mêmes biais. C'est-à-dire que là, on a fait des exercices, tout le monde tombe dans les mêmes pièges. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on est capable de les connaître, de savoir dans quelles situations ils peuvent arriver, eh ben, il y a eu des tests scientifiques qui montrent qu'on est beaucoup plus capable de ne pas tomber dans les pièges quand on les connaît, et quand on est attentif, et quand on sait qu'on peut tomber dedans. Donc là, on va parler un peu de résistance au changement. Je vous donne des exemples de biais cognitifs. Donc vous voyez, pardon, mais sur cette slide, maintenant, quand vous verrez des carrés comme ça de couleur vert, bleu ou autre, ça veut dire que c'est un biais cognitif qui est répertorié. Et c'est un code couleur qui permet de savoir si c'est plutôt lié au sens, besoin d'agir vite, ou plutôt trop d'infos. Donc par exemple, pour la résistance au changement, on peut atténuer les causes de la résistance au changement. Déjà, il y a plusieurs types de résistance au changement. Il y a l'aversion à la perte, où là, il faut rassurer sur la situation professionnelle à venir. Quand quelqu'un a peur de perdre en termes de salaire, par exemple, il y a une certaine forme de réponse qu'on peut lui donner. L'effet boomerang, dans ce cas-là, on ne va pas forcer, on va effectuer des recadrages. C'est pour ça qu'on parlait de recadrage juste avant. On va plutôt travailler sur des recadrages. Et quand on a de la réactance, on va plutôt proposer un choix libre parmi les options. Les réactances, c'est quand on essaie de vous forcer à vous vendre quelque chose, une assurance vie ou quelqu'un vous appelle au téléphone pour vous vendre. Premier réflexe, c'est non, 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 non. Pareil pour le biais de statu quo. Donc là, on va faire des changements petit à petit et bien montrer les avantages et inconvénients. Le conservatisme, on va lutter en limitant les incertitudes. Et ça, c'est très important dans les transpos. Et de manière générale, on clarifie les rôles et les responsabilités. Et pas inventer ici. Là, on va plutôt faire un modèle qui vient de l'entreprise. Maintenant, on va parler un peu de coaching. Donc là, vous avez l'image pour moi, celui qui représente le coach rigide. Voilà. Donc on a quelques pièges de coach. Alors, moi, je me mets vraiment dans le lot parce que c'est des erreurs qu'on commet tous. Et c'est pas grave, on en commet tous et c'est assez intéressant. Donc là, je vous ai plutôt mis des phrases qu'on sort de temps en temps. Et qu'est-ce que c'est comme biais cognitif finalement à ce moment-là? Par exemple, alors vu sa personnalité, il va agir de manière super prévisible, lui il ne changera pas. Donc ça, c'est un biais d'imputation de trait et biais acteur-observateur. Le côté, mon résultat au test MBTI me définit parfaitement bien. Le fait de croire au test de personnalité à la lettre alors que finalement, les personnalités sont beaucoup plus complexes et vous pouvez refaire le test plusieurs fois, vous aurez des résultats différents. Ça, c'est l'effet Barnum. Il est l'unique responsable de sa conduite, tant pis pour lui. Là, on est dans une erreur fondamentale d'attribution. J'en ai d'autres comme ça. Je sais déjà ce que ce consultant va raconter. On colle une étiquette à quelqu'un, lui, on sait qu'il va dire ça, etc. Biais de confirmation, très connu. Sur Twitter, Facebook, on regarde plutôt les infos qu'on connaît. On va plutôt si on est d'un bord politique, on va plutôt regarder les informations de ce bord-là. Ce responsable de service veut un maximum de pouvoir, ça c'est très intéressant, cynisme naïf, c'est peu connu, mais on a tendance à énormément surestimer l'égoïsme des autres. Certainement pour se protéger, mais on fait énormément d'erreurs par rapport à ça. Et aussi l'aspect, il a croisé les bras, donc il n'est pas d'accord avec moi, l'illusion de transparence, on a tendance à croire beaucoup trop facilement qu'on sait ce qui se passe dans la tête des autres. Et ça, on fait beaucoup d'erreurs à cause de ça. Encore une fois, on veut simplifier, trop simplifier. Et donc, pour le mettre en évidence, il y a une étude qui a été faite donc, dans une entreprise de service public, auprès de 80 personnes. Il y a eu un conflit, il y a eu énormément de débats au sein de l'entreprise, un gros conflit. Et on a demandé aux gens, des différentes équipes, si pour eux, est-ce que toi, tu as fait preuve de collaboration, de compromis, d'accommodement, etc.
ou plutôt de compétition. Et la plupart des gens, quand on les interroge, disent bah, moi j'étais dans la collaboration, moi j'étais dans le compromis. Par contre, l'autre en face, ah, lui il était dans la compétition. Et ça, on le retrouve partout en fait. On a toujours tendance à croire que nous, on fait les choses bien, et les autres, ils sont égoïstes, ils sont dans la compétition, etc. Et vous remarquerez comment souvent, quand on parle avec les gens, eux, ils sont parfaits, tout va bien. C'est l'autre qui a le problème. Bon, et ça, c'est assez intéressant dans la résolution de conflits, parce qu'on a tendance à trop croire que son comportement est logique, on a tendance aussi à avoir peur de dire aux autres ces 4 vérités. Alors là, je vous le fais, il ne va pas s'en remettre si je lui dis ces 4 vérités. En fait, on a tendance à un peu sous-estimer la capacité de l'autre à accepter les feedbacks et les critiques. Et le fait de croire, ah, il a bien calculé son coût, il a fait ça pour me nuire parce qu'il veut prendre ma place, ça, c'est des biais d'attribution hostile, des illusions de connaissance asymétriques. On croit qu'on connaît les intentions de l'autre. Et tout ça, ça crée encore plus de difficultés à résoudre les conflits parce qu'on ne va pas au dialogue et on se trompe sur les intentions des autres. Donc prendre conscience de ses propres biais ou simplement douter favorise le dialogue et la résolution de conflits. Donc je vous fais encore un petit jeu parce que sinon, là je vous ai mis beaucoup de texte donc c'est un petit peu fatigant. Donc je vous refais un petit jeu. Alors Linda, elle a 31 ans, elle est célibataire, extravertie, très brillante, diplômée de philosophie. Et lorsqu'elle était étudiante, elle s'inquiétait des problèmes de discrimination, de justice sociale et participait aussi à des manifestations antinucléaires. Linda, c'est sympathique, a priori. Hein. Et quel est le plus probable? Linda est employée de banque ou bien Linda est employée de banque et militante féministe? La bonne réponse est effectivement employée de banque. Alors, là, normalement, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'erreurs dans la salle, je ne sais pas, mais ce type de test provoque énormément d'erreurs en général quand on le fait. Parce qu'on associe toute cette histoire, la photo, etc. à cette personne et on a dit, bah non, mais elle est probablement militante féministe. Alors que d'un point de vue purement mathématique, évidemment, un ensemble plus petit est beaucoup moins probable que l'ensemble plus grand. Bon, et bien le fait que vous ayez déjà été dans une logique avec cette conférence de vous dire, attention, il y a des biais, attention, il va me piéger. Vous avez probablement fait moins d'erreurs grâce à ça. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans la connaissance, la compréhension des biais cognitifs. Ça vous aide à faire moins d'erreurs, à moins tomber dans les pièges et donc à être plus intelligent. Donc maintenant, on va parler d'un autre sujet. Dans le management, souvent, on a besoin de planifier, de faire de la prédiction sur des projets, des choses comme ça. Et là aussi, on commet beaucoup d'erreurs. La petite case que j'aime beaucoup, Astérix et Cléopâtre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, Cléopâtre est avec Jules César et elle est très en colère, Cléopâtre. Et elle dit à Jules César, je te prouverai que je suis capable de faire un palais en 3 mois. Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle des choses au travail, mais des engagements comme ça pris à la va-vite. 5 ans aussi sur une... Ça peut arriver aussi sur 5 ans ou 200. Effectivement. Et ça, alors le biais de planification, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui est finalement très reconnu. On a tendance à faire des prévisions beaucoup trop optimistes. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on prévoit, par contre, la planification des autres, là, pour le coup, on est pessimiste. Bon, allez savoir pourquoi. Et donc, toujours Astérix, un peu plus loin, et elle se retrouve avec l'autre, qui se retrouve à faire le travail, parce que forcément, il faut bien trouver quelqu'un pour construire le palais en 3 mois. Et donc là, biais d'attribution défensive. Alors, l'exemple n'est pas terrible, mais en fait, vous voyez, c'est souvent, quand il y a des graves incidents, par exemple de la route, des choses comme ça, on va facilement trouver un bouc émissaire. Je vous donne un exemple. Jean-Luc, il s'est planté en moto. Ah bah ouais, mais en même temps, c'est Jean-Luc. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, lui, il n'est pas prudent. Voilà. Et ben, plutôt que de se dire, non mais c'était quoi la situation, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les circonstances de l'accident, on va se protéger en disant, oui, mais c'est Jean-Luc. C'est une manière de nous rassurer. Nous, ça ne nous arriverait pas, évidemment. Donc la politique du bouc émissaire, c'est vraiment la préhistoire du management. Et ça, je vais le travailler avec la formation INC, mais il semblerait que la partie grégaire du cerveau nous aide à ce genre de réaction un peu facile. Et ça nous vient de la préhistoire, du fait qu'on vivait en tribu. Donc je vous donne encore une petite histoire. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire un peu sordide malheureusement, mais ce qui illustre très bien
la distance hiérarchique. Donc le 10 avril, l'avion polonais, donc 96 personnes à bord, se crash. Il y avait à bord le président polonais et les principaux chefs de l'armée polonaise. Et là, on a récupéré donc, avec la boîte noire ce qui s'est dit en fait dans le cockpit à ce moment-là. Et donc, monsieur le directeur, le brouillard est apparu dans les conditions présentes. Alors, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à son chef ce qu'on devrait faire. Le pilote demande au chef ce qu'il doit faire. Et le directeur Kazan, qui représente la présidence, ou qui est le directeur du protocole, lui dit, pour l'instant, pas de décision du président sur quoi faire ensuite. Et donc, pas mal d'échanges encore à ce moment-là. Une fois identifié, il va devenir furieux aussi, l'avion se crache. 96 morts. Donc on est dans un cas de figure là où on a une distance hiérarchique hyper élevée. Donc la distance hiérarchique, cette espèce de respect immense qu'on a pour l'autorité du chef et cette puissance en fait vraiment de comment dire, j'ai du mal à l'expliquer comme ça rapidement, mais vous voyez, c'est le fait qu'on accepte de donner beaucoup de poids et d'importance aux décisions du chef. Et là, une distance hiérarchique trop élevée impose aux collaborateurs une pression néfaste. Par crainte de la sanction de mauvaise humeur du supérieur, ils ont tendance à faire ou atténuer le négatif, à ne pas signaler les problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en entreprise. Okay, fameux indicateurs pastèques qui sont verts à l'extérieur mais rouges à l'intérieur. On ne dit pas ce qui ne va pas parce qu'on a peur. On a peur de se faire engueuler. On a peur de se faire gronder. C'est vrai que ça donne soif. Et c'est. On a de l'ambition aussi. Et peut-être, voilà. Après ça, alors ça déjà, c'est un peu plus, je trouve, intéressant. On analyse la situation et on a ses objectifs. Mais c'est quelque chose qui, dans les entreprises, coûte énormément d'argent et génère beaucoup de stress et de problèmes parce que on attache beaucoup trop d'importance, finalement, au grade et au fait de gueuler très fort. Et donc, comment réagir face à ces biais? Parce que derrière, on a des biais. Donc, le biais de croyance, si vous voulez, ça s'illustre par le fait que quelqu'un n'accepte pas qu'un projet aille dans le mur. Il s'accroche, quoi qu'il arrive. Et quand on va lui dire ça ne va pas, il va s'énerver, il va se mettre en colère. Et donc, il faut être le plus transparent et communiquer factuellement les risques, les obstacles, les indicateurs clés, les plannings, de manière régulière, sans émotion. On communique, on est transparent. Ça demande du courage, mais il faut le faire. Le biais rétrospectif, c'est très intéressant. Il faut que vous sachiez que tout ce qui est arrivé n'était pas anticipable. Tout n'est pas. On est dans des systèmes très complexes, chaotiques. Tout n'est pas anticipable. Les fameux 5 pourquoi d'analyse de cause, etc. Dans la systémique, on se rend compte que ça ne marche pas à tous les coups. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et le biais du résultat, on ne peut juger un résultat que en fonction du contexte au moment du choix. Au poker, on parle d'être résultat-oriented, de faire cette erreur d'analyse d'un moment où on joue en fonction du résultat. Mais il faut prendre en considération le niveau d'information qu'il y avait au moment du choix. Et donc, pour ceux que ça intéresse, il y a un manuel d'utilisation de la boule de cristal aussi, si vous voulez, pour pouvoir prévenir un peu l'avenir et savoir ce qui va arriver à vos projets. Mais de manière générale, ce qu'on peut conseiller à l'étude des biais, c'est qu'il faut être transparent, confiant. Confiant dans le sens, il ne faut pas culpabiliser s'il y a des choses qui se passent mal. Et assumer collectivement, parce qu'on est plus fort en équipe, les choix faits dans le passé, car ils étaient les meilleurs possibles avec le niveau d'information du moment. Spinoza nous rappelle ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Et ça demande un peu plus de réflexion. Donc la planification, c'est passer du temps à produire de la frustration. Ça, c'est une petite touche perso. Parce que Spinoza, en fait, il nous apprend que la tristesse vient de l'écart entre la réalité et ce qu'on voudrait. Et donc finalement, on crée de la frustration à faire beaucoup de planification. Hein? Je vais me marier avec un prince charmant ou avec une jolie princesse. Ça crée de la frustration. Donc maintenant, on va parler un peu de pilotage de projet, pilotage d'équipe. Donc il ne faut pas se laisser biaiser. Hein. Le biais du risque zéro, c'est tendance à... il faut accepter l'imperfection parce que le risque zéro coûte beaucoup trop cher. Et ça, on a tendance parfois à ne pas supporter les risques. Le cerveau humain supporte très mal le risque. Le biais de l'unité, c'est cette volonté qu'on a de finir les tâches qu'on commence. Donc du coup, on a plutôt intérêt à faire des petites tâches. En agilité, on sait ça et on le pratique beaucoup. Et pareil pour le biais de projection sociale, là c'est plutôt quand on lance des produits.
On a toujours tendance à croire qu'on sait ce que veut le marché, ce que veulent les gens, parce qu'on se projette, on se dit que les autres vont consommer comme nous, avoir la même attitude que nous. Et c'est pour ça qu'il faut toujours mesurer de manière quasiment scientifique tout ce que les clients veulent vraiment. Les bons à savoir, l'effet Pygmalion pour un manager, sachez que croire en la réussite de quelqu'un, ça va améliorer ses probabilités de succès. L'effet de simple exposition, ça en agilité, nous on parle d'interaction humaine, c'est très important pour nous, parce que le fait de connaître les gens, de leur parler, eh bien, il y a plus de chances qu'ils vous apprécient. Et quand on s'apprécie, on tolère plus les erreurs, on travaille mieux ensemble, on comprend mieux les autres. Et c'est très important de pousser aux interactions humaines dans les entreprises. Erreur de la motivation extrinsèque, on a beaucoup tendance à croire que les gens sont motivés par l'argent. Ce qui est faux en fait. L'argent n'est pas si moteur que ça. Donc là maintenant, je vais vous parler d'une autre petite expérience. C'est quelque chose que vous connaissez sans doute en Inde. Les éléphantaux, on leur attache la patte à une chaîne et du coup, ils ne peuvent pas partir, ils n'arrivent pas à se libérer. Et en fait, on leur apprend comme ça qu'il n'est pas possible pour eux de se libérer. Ce qui fait que l'éléphant étant adulte, une simple corde, qui pourrait arracher d'un coup de patte facilement, suffit à l'empêcher d'essayer même de se libérer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Il y a des expériences sur les chiens qui ont été électrifiés, dont nous a parlé Albert Mukaiber la dernière fois. C'est la même logique. Et ça, c'est un fléau en entreprise. C'est ce qui explique le fait d'ailleurs que beaucoup de femmes, on leur dit, vous êtes de toute façon les femmes en maths, vous n'êtes pas douées en maths de toute façon les filles. Et c'est ce qui crée énormément de difficultés après à avoir confiance en soi, à réussir. Là où il y a eu d'autres expériences qui le montrent très bien. On dit aux filles, voilà, ça c'est un exercice de dessin. Elles ont des meilleurs scores que les hommes. On leur dit c'est de la géométrie pour le même exercice. Là, elles ont une moins bonne note. Et l'impuissance apprise, ce qui est terrible, c'est que ça se déclenche très rapidement et ça peut être très long. Et donc, Marc Aurèle nous rappelle, lui déjà, donc à l'époque, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse d'en voir la différence, parce que cette impuissance apprise, ce qu'on se rend compte finalement, c'est qu'entre ce qu'on pense qu'on est capable de faire et ce qu'on est vraiment capable de faire, ce sur quoi on a un impact ou pas, c'est quelque chose qui est assez subtil, assez complexe à mesurer. Donc l'impuissance apprise en entreprise, ça génère beaucoup d'anxiété, ça limite durablement l'autonomie, la motivation et l'innovation. Et donc pour y remédier, on doit pouvoir expérimenter progressivement des réussites. Très important de réussir à avoir des petites victoires. Quand vous faites des rétrospectives, donc les coachs agiles, c'est très bien au début de se focaliser sur des choses qui sont possibles, faisables, à la portée des équipes, et qu'ils arrivent à transformer leurs problèmes, et qu'ils puissent voir, constater qu'ils réussissent à régler leurs problèmes. C'est comme ça qu'on apprend à dépasser ses limites. Les travaux sur les thérapies comportementales et cognitives aussi, qui montrent que quand on a des phobies, on va pouvoir les surpasser en y allant pas à pas, par petites étapes. Donc Épictète, ce qui nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses. On tourne toujours autour de la même idée, avec plein de philosophes différents qui nous rappellent ça. Donc les stoïciens, quand même, c'est vrai que Marc Aurèle et Épictète sont deux stoïciens, de la même école, pas par hasard. Donc l'effet de Dunning-Kruger, encore une fois, je mets l'accent là-dessus parce qu'en entreprise, on le voit énormément, c'est le fait qu'il y ait une totale différence entre le fait d'avoir confiance en soi et la sagesse ou la connaissance qu'on peut avoir. Et vous aurez en entreprise énormément de personnes qui sont hyper sûres d'elles sur un sujet alors qu'ils sont complètement débutants. Et le problème, c'est qu'ils se sentent beaucoup plus sachants sur ces sujets que d'autres qui sont plus sachants, mais qui, eux, vont accepter même de croire que l'autre est plus sachant. Et ça aussi, c'est un fléau en entreprise. Parce qu'on va avoir énormément de gens qui prennent des décisions sans connaître vraiment le fondement des sujets, etc. Et donc, Aristote, il nous rappelle, l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Et on l'avait vu avec Albert Mukaiber, c'est pour ça que je le cite, parce que c'est quelqu'un qui a été quand même important et intéressant dans la construction de cette présentation. Le plus grand danger, ce n'est pas l'ignorance, mais c'est l'illusion de connaissance. Il faut douter pour mieux décider. Et donc, c'est un peu le fait de faire l'éloge du doute, en fait. Ce qui est important pour des managers, des décideurs,
Il faut douter, il faut se remettre en question, il faut comprendre les choses. Il faut savoir qu'on a des biais cognitifs. Albert Einstein. Alors là, maintenant, on va passer plutôt aux neurosciences appliquées à, on va dire, la formation et le fait de faire des workshops, etc. Donc Einstein nous dit qu'une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Et donc, ça, c'est une technique, si vous voulez, qui fait partie des outils design thinking qui permet de générer de la créativité. Ce qui va m'intéresser surtout, là, au départ, on va rassembler les informations, devenir expert, travailler sur le sujet. Et il y a un moment, l'incubation, on va essayer de se déconnecter, d'arrêter de travailler, en fait, de faire autre chose. C'est sur ce point 3 là que je vais un peu insister, c'est l'effet Eureka, référence à Archimède, qui avait trouvé réponse à une énigme en plongeant dans son bain, parce qu'il plongeait une couronne en or dans son bain. Et pour pouvoir générer de la créativité dans l'esprit, il faut dormir sur le problème. Pour ça d'ailleurs qu'en design sprint, ça se passe sur 5 jours à la suite, il y a des nuits. D'ailleurs, j'ai fait un mail comment il s'appelle celui qui a inventé le design sprint, là, son nom m'échappe. J'ai plus le nom en tête. Bon, Jake, je sais plus. Et je lui ai fait un petit mail, je lui demande, mais vous avez des moments comme ça dans le design sprint de créativité, etc. Il fait, bah ouais, on dort. Et effectivement, ça tient la route par rapport aux travaux de neurosciences. Et on peut aussi, si vous voulez, si on n'a pas le temps, jouer dans le cas d'activité physique ou avec des objets de manière créative. Le coup du trombone, donc vous pourrez regarder sur Internet, le jeu du trombone, on donne un trombone et on essaye de faire différentes formes avec le trombone. Ça incite à la créativité, parce que la créativité, encore une fois, c'est la même chose. C'est l'inhibition aussi des solutions les plus évidentes, les plus basiques. Et le fait aussi de ne rien penser, de penser à rien de particulier, ça permet aussi de créer des liens, créer des connexions entre des idées différentes. Donc ça, le cerveau, il adore pour avoir des idées vraiment innovantes. Jack Knapp. La facilitation, donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et je crois beaucoup en la facilitation, c'est l'intelligence collective. Alors, sous l'angle des neurosciences, la variété des avis du groupe, du coup, va limiter l'impact de ces biais cognitifs ou de ces erreurs, parce qu'on est plusieurs et donc du coup, on peut un peu se rectifier. L'imagination, on a tendance parfois un peu sous-estimer les pouvoirs de l'imagination. D'un point de vue IRMF, quand on fait des analyses du cerveau, l'imagination active énormément de circuits qui sont exactement les mêmes que quand on vit les situations. Et d'ailleurs, ça me fait penser au rêve. Quand on rêve, on expérimente des choses qui peuvent nous faire très peur ou au contraire qu'on désire. Et ce sont les mêmes circuits qui vont s'activer. Donc l'imagination, n'hésitez pas à faire des Remember the Future, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, vous êtes arrivé, vous avez réussi là dans un an, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais jouer sur l'imagination, c'est très puissant. Chaque séquence a un objectif particulier. Je vais parler maintenant de mémoire, c'est pour ça qu'il y a un éléphant. Et donc quand vous faites des formations, c'est important de tester le plus tôt et le plus souvent possible. Parce que quelqu'un qui est formé, qui se rend compte qu'il ne sait pas, c'est hyper important pour la formation. Ne fournissez pas trop d'informations, mais répétez-les sous différentes formes. Donc là, vous verrez que aujourd'hui, par exemple, j'ai répété plusieurs fois les mêmes messages, mais sous différentes formes. Parce que là, pour le coup, deux manières de bien mémoriser comment fonctionne la mémoire, deux choses essentielles. Répéter le message, donc le chemin neuronal, le sillon va s'inscrire de plus en plus en profondeur, ça va être un chemin beaucoup plus fréquenté. Et le fait d'accéder à un souvenir par différents moyens, à travers des métaphores, à travers d'autres modes de connaissance, ça aussi, ça permet de mieux mémoriser. Les émotions agréables aussi aident beaucoup à la mémorisation. Et créer des liens, donc proposer des analogies, des métaphores, et inciter à trouver des liens avec des connaissances connues. Il ne faut pas hésiter effectivement à permettre, quand vous faites des formations, que les gens puissent discuter et échanger sur qu'est-ce que pour eux, ça leur signifie, c'est l'apprentissage. Là, technique de... En fait, le cerveau, il oublie très vite parce qu'il va ne garder que ce qui a de la valeur pour lui, ce qui est important pour lui. Donc ça, c'est un calendrier qui vous permet d'optimiser, on va dire, la capacité à retenir une information, une formation,
le plus longtemps possible. En fait, tout ce qu'on fait à l'école, c'est du bachotage, c'est-à-dire qu'on révise, on révise, on révise pour réussir l'examen. Génial, on a l'examen, et c'est très efficace pour réussir l'examen. Par contre, 1 an après, 5 ans après, on a oublié. Avec ce type de technique de formation, c'est-à-dire que vous faites une formation et le lendemain, vous refaites la même formation, vous rappelez les mêmes idées, là, vous allez pouvoir permettre au cerveau de s'en souvenir suffisamment longtemps pour pouvoir faire une piqûre de rappel une semaine plus tard. Et c'est pour ça que c'est très intéressant dans les formations agitées à l'échelle, ce qu'on fait d'ailleurs chez Renault, c'est qu'on fait des formations, on fait un rappel le lendemain, et après, une semaine après, tac, on met en application. Le rappel suivant pourra être 1 mois plus tard, et après, 6 mois, 1 an suffisent pour vraiment bien ancrer dans la mémoire. Si vous faites des formations une fois et que les gens mettent en pratique 3 mois après, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on va parler un peu de feedback. Donc le feedback à la fois quand on travaille avec les autres, qu'est-ce qu'on peut dire aux autres, et aussi le feedback quand on fait des formations. C'est important de pouvoir dire aux gens qui sont formés sur quoi ils sont bons, sur quoi ils sont moins bons. Ça les aide à un changement plus efficace et à progresser. Donc il faut se concentrer sur les lacunes de quelqu'un ne l'aide pas à s'améliorer, mais ça déclenche son système de défense. Vous verrez en entreprise, quand on critique quelqu'un qui vous dit « Non, mais c'est pas moi, c'est l'autre » ou « Non, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'avais pas toutes les informations », système de défense, justification, etc. Là, vous avez touché la corde sensible, c'est pas comme ça qu'il va s'améliorer. On va se focaliser plutôt sur la tâche et non pas sur la personne. Et le feedback doit intervenir souvent et rapidement. Et il faut demander du feedback sur le feedback. Est-ce que mon feedback était bien? Est-ce que ça t'a vraiment aidé à progresser? Il faut créer un environnement ouvert à l'erreur. Alors ça manque aussi beaucoup en entreprise. On n'a pas le droit à l'erreur. Et pourtant, il n'y a que en faisant des erreurs qu'on apprend. Et donc, créer un environnement et valoriser les efforts plutôt que les qualités des personnes. Je mets vraiment une photo d'enfant parce que là, si vous avez des enfants, c'est super important. Un enfant, quand il apprend, il progresse, il fait des choses, il se trompe, etc. Il faut toujours valoriser ses efforts plutôt que ses qualités. Si vous dites à l'enfant « Ah, mon enfant, mon fils, t'es intelligent, c'est génial, tu vas tout réussir », il va arrêter de faire des efforts. Il va s'appuyer sur ses acquis. Et quand il va se planter, il va se dire il n'arrivera pas à comprendre pourquoi. Pareil, le fait « Ah, t'es un génie de la musique, etc. » Non. On va plutôt valoriser les efforts, c'est ça qui va l'entraîner à en faire plus et à travailler et à s'améliorer. Donc ça, on revient sur ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport à l'inhibition. Le feedback, donc quand il corrige une erreur, il inhibe le chemin mental erroné. Et au contraire, quand il souligne un succès, il facilite le chemin neuronal à succès. On est agile, l'esprit est agile, le cerveau est très agile. Il prend du feedback et il change en fonction du feedback. Alors, quelles sont les 3 techniques que j'ai utilisées pendant ce meet-up pour attirer votre attention? Les jeux. Bonne réponse. Les fautes d'orthographe. Sympa. C'est vrai. C'était fait exprès. Non. Les jeux, c'est vrai. Vous voyez d'autres choses? Faire des erreurs, non. Là, vraiment, j'ai pas fait exprès. J'aurais pu me rattraper sur ce coup-là, mais honnêtement, non. Je les corrigerai par contre pour la prochaine fois. Et merci de me les avoir soulignés. Les images, c'est vrai que l'image capte l'attention, c'est vrai, mais ça ne fait pas partie des 3 trucs. Mais c'est vrai que l'image est importante. C'est le droit à gauche? Non, pas du tout. Ça, c'est... Alors, les analogies et métaphores, c'est bien pour la mémorisation, effectivement, mais je m'en suis servi, mais c'est pas pour capter l'attention. Bon, je vais vous donner les réponses. J'ai proposé une énigme. Ça, c'était une énigme. Vous voyez la machine Enigma à côté. Faire des jeux, donc là, on l'a trouvé. Et raconter des histoires. Pourquoi ça marche? Parce que sur l'énigme, parce que le cerveau anticipe le plaisir de trouver la solution à l'énigme. Et donc ça va activer le circuit de la récompense en avance de phase. Le fait de faire des jeux, ça stimule les sens et l'émotion. Ça canalise l'attention. Et l'humeur positive favorise l'apprentissage et le plaisir renforce la motivation. C'est pour ça que les jeux en entreprise, ça marche. Il ne faut pas faire des jeux pour faire des jeux. Il ne faut pas jouer au baby-foot et croire qu'on va apprendre la gestion de projet en jouant au bab. Mais par contre, de faire des jeux bien faits, avec l'accord des participants,
pour mettre en œuvre et montrer des cas pratiques, ça fonctionne très bien. Ça favorise la mémorisation et l'attention. Et lorsqu'on raconte une histoire, il y a un effet de tension par l'intrigue, il y a une émotion qui est donnée par le sens, et ça aussi, ça favorise une attention soutenue. Voilà, donc la qualité de l'attention que vous donnez aux autres détermine celle que vous aurez en retour. Donc ça aussi, c'est très important, on a tendance à le négliger. Mais quand vous faites des workshops, des réunions avec les gens, dites-leur bonjour, regardez-les dans les yeux, souriez-leur. L'attention que vous leur donnez, ils vous le donneront en retour. Et les émotions, hein, elles ont pour fonction de nous indiquer qu'il se passe quelque chose d'important pour nous. Et donc le contact visuel, première source d'émotion en présentiel. Et donc effectivement, regarder les gens dans les yeux ou voilà, être présent, ça aussi, ça favorise l'attention. Voilà, donc pour finir, hein, petite phrase de Platon, donc je suis un grand fan. Voilà. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Et donc voilà, chacun de vous, chacun de nous, on peut progresser par rapport aux erreurs qu'on commet en étant plus attentif à tout ça. Et ah ouais, ça c'est vraiment sympa. Et ouais, j'ai encore du boulot à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence et votre attention.